Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube d'Omerta. Je suis heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour un grand entretien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Marc Toiti. Bonjour cher Merwan, c'est un grand plaisir d'être parmi vous une nouvelle fois. Je crois que j'ai pas eu l'occasion de vous souhaiter une bonne année. Alors oui, très bonne année. On est encore au mois de février, donc on peut encore effectivement. Voilà, on est encore. Excellente année à vous également et bon à tous les auditeurs et puis surtout à la France parce que ça s'annonce compliqué malheureusement. Pas évident. Les bonnes résolutions, on est quelques-uns à les avoir prises, mais pas au niveau du gouvernement a priori. Mais on va en parler. Oui. Avant toute chose, chers abonnés, je vous rappelle de télécharger l'application Omerta où vous pouvez retrouver tous nos contenus, évidemment nos derniers documentaires sur la région de Koursk, et aussi les dronistes qui sont engagés dans cette guerre entre l'Ukraine et la Russie. Donc téléchargez cette application. N'oubliez pas que notre magazine est toujours disponible sur notre site www.omertamedia.fr. Monsieur Marc Toiti, commençons cet entretien par l'événement de ce début d'année qui est le retour de Donald Trump et donc de ses politiques économiques, on va dire pour le moins protectionnistes, et de ses actions vis-à-vis de ses partenaires économiques avec l'augmentation des taxes, notamment significative avec le Canada, mais aussi la Chine. Alors, qu'est-ce que ça inaugure comme Alors bon, déjà, période. On peut être pour ou contre, etc. Mais c'est vrai que le vrai enjeu, c'est que déjà, tout ce qu'il a dit, il est en train de le faire. Et ça, c'est quand même nouveau. Quand on voit le discours de nos politiques depuis des années, notamment en France, quand on voit le discours encore dernièrement, que ce soit M. Macron, M. Bayrou, et qu'on voit le discours de Trump, et surtout les actes derrière, c'est assez impressionnant. Il y a un gap, comme on dit en anglais, c'est-à-dire un écart qui est en train de se creuser, qui est devenu énorme. Et donc c'est ça, je pense qu'aujourd'hui, à l'heure où on n'a plus du tout confiance dans nos politiques, donc finalement, ça veut dire que c'est possible. On peut avoir un dirigeant qui annonce donc des mesures et qui les met en pratique. Alors attention, néanmoins, on le voit bien, Donald Trump, c'est un homme d'affaires. Donc là, il est en train effectivement d'annoncer la couleur sur les droits de douane en disant mais c'est une menace qui met à exécution. Sauf que si jamais vous respectez certaines règles, à ce moment-là, on réduira, on supprimera ces droits de douane. Donc c'est ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est vraiment une sorte de négociation, à un très haut niveau, certes, donc pour montrer que finalement, ce que veut Trump aujourd'hui, c'est, ça on le savait avant, America First, c'est-à-dire les États-Unis avant tout, et surtout Business First, c'est-à-dire le business avant tout. Et ce qui est très intéressant de voir, c'est qu'aux États-Unis, finalement, les milieux d'affaires, qu'ils soient républicains ou démocrates, soutiennent Trump. Ça, c'est quand même la vraie nouveauté. C'est assez incroyable pour bien voir que finalement, ce que veulent les Américains, ils ont été, je pense, très choqués de tout justement ce mouvement wokiste, etc., de tout ce qui s'est passé également l'année dernière. On a brûlé le drapeau américain dans des facs américaines. Ça, c'est pour les Américains qui sont très patriotes, ça choque. Donc c'est vrai qu'il y a un mouvement qui est en train de se répandre aux États-Unis et bon, finalement un engouement. Alors attention, pas non plus imaginer que ça y est, il va sauver le monde, mais néanmoins, c'est vrai qu'il prend des mesures, on va dire protectionnistes. Le problème du protectionnisme, on sait très bien comment ça se termine, c'est qu'après, il va y avoir des mesures de l'autre côté également. Alors c'est sûr que si on regarde les relations, par exemple, États-Unis-Canada, les exportations canadiennes vers les États-Unis, c'est à peu près 20% de leur PIB. Donc c'est beaucoup. Alors que pour les Américains, les exportations américaines vers le Canada, c'est à moins de 2% de leur PIB. Donc vous voyez, c'est pas du tout la même chose. Donc il y aura, voilà, ils ne sont pas sur un pied d'égalité. C'est encore pire évidemment pour le Mexique. Et puis surtout, on arrive à chez nous, c'est-à-dire l'Europe, où là on voit c'est catastrophique. C'est-à-dire que d'un côté on voit Trump qui nous menace. Et de l'autre côté, quelle est la réponse des Européens ? On va réduire un petit peu certaines règles qui pèsent sur les entreprises. On est très très loin du compte. Et surtout, on oublie que malheureusement, l'Europe n'est pas unie. C'est-à-dire qu'on voit qu'au sein même de l'Union européenne et même de la zone euro, les pays pratiquent du dumping. C'est-à-dire que certains vont réduire la fiscalité, à juste titre d'ailleurs. Puis comme nous, on est Français, on est numéro 1 du monde de la fiscalité, évidemment, on va perdre des parts de marché, pas seulement vers les États-Unis, mais également au sein même de l'Europe. Et nous, dans ce contexte-là, on voit, on en parlera tout à l'heure, j'imagine, mais ce budget qui augmente encore les impôts en France, c'est évidemment une catastrophe. Donc, vous voyez, j'ai envie de dire, on a eu le Covid comme bouc émissaire, après on a eu Poutine, maintenant on a Trump, c'est le bouc émissaire idéal. Sauf que je rappellerai que si ça va mal en France, c'est pas à cause de Trump, ça allait déjà mal bien avant. Et d'ailleurs, si vous regardez les chiffres de la variation du PIB, la richesse qu'on crée donc à prix constant, ça veut dire hors inflation, sur les 20 dernières années, aux États-Unis, le PIB, donc la richesse, a augmenté de 110%. Hors inflation. Sur la même période, que ce soit en Europe ou en France, c'est quasiment le même chiffre, c'est 55%. Du simple au double. Donc on a déjà perdu le match, ça fait déjà longtemps. Regardez aujourd'hui tout ce qui est innovation.
Nous, on est en train de se poser des questions sur l'innovation, en train de se dire, bah oui, faire attention à la transition écologique, etc. C'est très bien. Regardez le ministre de l'économie français qui vient de dire un truc incroyable. Il vient de dire qu'en fait, il fallait réduire la rentabilité des entreprises françaises. C'est complètement fou. C'est un contresens pour un ministre de l'économie qui est censé favoriser l'économie. Surtout que les entreprises aujourd'hui, malheureusement, sont en train de s'effondrer. On atteint des sommets historiques de défaillance d'entreprises, c'est-à-dire les faillites d'entreprises. Ce sont des sommets historiques, chiffres de la Banque de France, j'invente rien, parce que des fois on me dit, ça c'est très nouveau, là, je reçois avant de venir, je reçois un message en me disant, oui, vos amis du RN, etc., vous êtes complotistes, c'est devenu complètement fou. Dès qu'on dit la vérité, vous voyez, les chiffres de la Banque de France, pas moi qui les invente, c'est la Banque de France, c'est ces chiffres officiels, alors on est taxé soit pour un parti politique, soit de complotiste. C'est devenu insupportable. L'idéologie a pris tellement de place qu'elle souhaite s'imposer c'est devenu insupportable. Le simple fait aujourd'hui de dire la vérité, de dire les choses, encore une fois, moi, je cite toujours mes sources. Donc là, encore une fois, la Banque de France qui annonce elle-même que les faillites d'entreprises atteignent des sommets historiques, c'est un drame. Ah mais le fait de dire ça, ça veut dire qu'on est complotiste, qu'on est contre la France. C'est incroyable. Moi, ce que je veux, comme nous tous, enfin je pense, nous voulons sauver la France. Mais malheureusement, on voit bien que les mesures qui sont prises depuis des années, ça va à l'encontre de cela. Et quand le ministre de l'économie française dit il faut que la rentabilité des entreprises baisse, alors qu'on est sur des sommets, encore une fois, historiques de faillite d'entreprise, on se dit que ces dirigeants sont complètement hors sol. C'est un peu Bruno Le Maire qui essayait de défendre son bilan coûte que coûte et finalement dire... ah oui, là c'est pire. C'est pire que Bruno Le Maire, parce qu'effectivement, Bruno Le Maire, on ne va pas tirer sur l'ambulance. C'est vrai qu'il y a une erreur entre ce qu'il avait annoncé sur le déficit public de 2024 et la réalité. Il y a une erreur de 100 milliards d'euros. Donc là, c'est pas vraiment une erreur, c'est un scandale d'État, si vous voulez, mais voilà, c'est pire que ça, parce qu'il y a quand même, des dépenses, on ne sait pas trop où elles sont parties. Mais là, on voit encore, ça continue, c'est pire que Bruno Le Maire, parce qu'au moins Bruno Le Maire, malgré tout, il n'a pas augmenté les impôts sur la société, ou voire sur les ménages. Ça a augmenté en net, parce que d'un côté, on baissait certains impôts, puis de l'autre côté, on augmentait d'autres. Donc, d'un point de vue macroéconomique, ça a continué d'augmenter par rapport au PIB, ça c'est clair, mais il avait quand même une volonté affichée de ne pas augmenter les impôts. Mais le drame, c'est que là, aujourd'hui, clairement, on affiche la couleur, on dit non, on va augmenter les impôts. C'est ce qui est dans le budget 2025. Ce budget 2025, il est assez incroyable, puisque il y a deux choses. D'abord, on nous dit c'est un budget de rigueur, incroyable. Parce que ça, évidemment, l'ensemble des Français n'ont pas le temps de regarder les chiffres. Moi, c'est mon métier. Et donc, c'est justement la Cour des comptes qui vient de l'annoncer d'ailleurs. Dans le budget 2025, il y a une augmentation des dépenses publiques de 41 milliards d'euros. Et quand on vous dit que c'est une aberration face au constat qui a été fait depuis longtemps de dire il faut réduire les dépenses d'État, il faut réduire. Non mais là le pire c'est qu'on nous dit, qu'on nous laisse croire qu'on fait des économies, mais en fait ça continue d'augmenter. 41 milliards d'euros, ça veut dire que cette année on va atteindre 1700 milliards d'euros de dépenses publiques. On est déjà les numéros 1 au monde, ça va continuer. Tous les pays dans le monde réduisent justement leurs dépenses publiques. On parlait tout à l'heure de Trump. C'est une des mesures effectivement de Trump. Avec Elon Musk d'ailleurs, de mettre quelqu'un à un poste étatique qui va pouvoir justement réduire ses dépenses et contrôler les dépenses immodérées de l'État américain. Mais c'est ça qui est fou, c'est qu'aux États-Unis, la dépense publique, ce n'est que 37% du PIB. C'est presque pas assez, j'ai envie de dire. Alors que chez nous, on est à 57%, numéro 1 du monde. Donc, or, où est-ce qu'on va les baisser? C'est aux États-Unis. Alors qu'ils sont à 47, on est à 57, on les augmente encore. On marche sur la tête. Donc évidemment, quand on voit ce que proposent effectivement les États-Unis, mais pas seulement, encore une fois, tous les pays européens font la même chose, ils réduisent leurs dépenses publiques. Et puis surtout, ils réduisent les impôts. Alors que nous, on les augmente. Alors qu'on est déjà leader. On est déjà numéro 1 du monde, là aussi, en termes de pression fiscale, qu'on appelle le poids des prélèvements obligatoires, donc impôts et taxes par rapport au PIB. Numéro 1 au monde. Alors on me dit, oui, on a un modèle social. Ok, très bien. Sauf que quand on regarde le détail des dépenses publiques, 33%, ce sont effectivement des prestations sociales. Mais le deuxième poste, 32% des dépenses publiques, ce sont des dépenses de fonctionnement. Et qui augmentent plus ces dernières années que l'ensemble des dépenses. Donc c'est un non-sens. Quand si une entreprise va mal ou un ménage a des difficultés financières, qu'est-ce qu'il va faire? Il va réduire ses dépenses de fonctionnement, par définition, pour sauver l'entreprise, pour sauver son ménage. Là, que fait l'État? Il dit non. Je m'en fiche complètement, je continue d'augmenter mes dépenses de fonctionnement, qui ont augmenté de à peu près 16% en 3 ans. Ça n'a pas de sens. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et nous, on continue comme ça. Donc là, il y a du grain à moudre. Il faut réduire effectivement ces dépenses de fonctionnement. Mais nous, non, on continue de les augmenter. Donc, et alors, deuxième point, très important, toujours pour faire le parallèle avec Trump, mais également les autres pays de la zone euro, on a une augmentation des impôts massive.
cette année en France, pour tout le monde, parce qu'on dit oui, c'est les riches, les grosses entreprises. Non, ne nous leurrons pas, tout le monde est concerné, malheureusement. Et donc, on va avoir une augmentation de cette pression fiscale qui va casser l'activité économique. Alors que ce soit aux États-Unis ou en Europe, on baisse les impôts. Regardez. Pour justement dynamiser. Bien sûr, si vous voulez, c'est ce qu'on apprend en première année d'économie. J'ai été prof à la fac pendant longtemps. C'est que tout simplement, on vous dit, si vous augmentez les impôts, surtout en France, on est déjà numéro 1 des impôts, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez casser l'activité économique. Donc vous allez réduire ce qu'on appelle l'assiette fiscale. Donc on va ponctionner plus, mais sur un gâteau plus petit. Donc à la fin, il y aura moins de recettes fiscales. Encore une fois, c'est du bon sens, c'est du b.a.-ba. Je n'arrive pas à comprendre que nos dirigeants, qui sont pourtant très intelligents, n'arrivent pas à admettre cela. C'est-à-dire qu'ils sont en train de vous dire aujourd'hui, il faut un calcul. On a 100 d'assiettes fiscales, on va augmenter de X% sur ces 100, on va récupérer X% fois 100. Ben non, parce que demain, le gâteau fiscal, ça ne va pas être 100, ça va être 90. C'est ça qui est Qu'est-ce qui explique incroyable. Justement cette manière de persister toujours dans la même direction depuis plusieurs années ça fait 50 ans que ça dure, si vous voulez, mais ça s'aggrave avec le temps. C'est ça qui est dramatique, c'est qu'il y a eu des essais parfois de limiter les dégâts, mais là, on se lâche complètement. Et c'est vrai que depuis le coronavirus, ça a aggravé la situation, mais nous, on a continué. C'est-à-dire que là, quand vous regardez les chiffres, très simplement aujourd'hui d'Eurostat, un chiffre harmonisé, la France est numéro 1 de la zone euro en termes de déficit public par rapport à son PIB. Numéro 1 sont les chiffres harmonisés du troisième trimestre 2024. On est à 6,3% du déficit par rapport au PIB. Numéro 1 du monde. Il n'y a pas un pays qui fait plus que nous. Numéro 1 de la zone euro, pardon. Il n'y a pas un pays qui fait plus que nous. Donc évidemment, c'est dramatique. Quel est le pays qui a le plus augmenté sa dette publique depuis 2019 ? La France. 16 points de PIB. Depuis 2019. C'est incroyable, 16 points de PIB. Quand vous regardez d'autres pays, on va prendre l'Italie par exemple. Sur un PIB d'ailleurs qui est de plus en plus... C'est ça le problème, c'est que si j'ai de la dette, si je fais du déficit, mais qu'à l'arrivée j'ai plus de croissance, on peut se dire au diable l'avarice, ça passe. Mais ce n'est même pas le cas. Plus j'augmente ma dette, moins ma croissance augmente, moins mon PIB augmente. Donc ça ne marche pas. Mais vous l'avez bien dit, on continue, on s'obstine à faire la même politique qui ne marche pas, qui ne fonctionne plus. Tout ça pourquoi ? Disons-le. Parce que il y a de l'incompétence, c'est sûr, mais surtout il y a un manque de courage. Il n'y a aucune volonté politique et il n'y a aucun courage pour réduire cette dépense. Mais encore une fois, quand je dis qu'il faut réduire la dépense, moi j'ai fait des simulations, il faut réduire par exemple les dépenses de fonctionnement, comme je l'évoquais tout à l'heure. Mais ça a augmenté de 75 milliards d'euros en 3 ans. Vous vous rendez compte, 75 milliards d'euros, ça ne se trouve pas dans la rue. Moi je pense qu'on peut baisser de 50 milliards d'euros. Sans pour autant avoir un résultat... C'est ça, parce que parallèlement, comme vous le savez, tous les Français en sont conscients, les services publics se détériorent. Dépérissent. Eh oui, donc attendez... C'est ça qu'il faut bien comprendre. Ce n'est pas un problème de moyens. Les moyens, ils sont là. Les milliards, ils sont là. Mais c'est un problème d'efficacité. On dépense n'importe comment. Voilà, on le sait très bien qu'aujourd'hui, par exemple, que ce soit à l'hôpital ou à l'éducation nationale, on a besoin de médecins ou de profs. Mais qu'est-ce qui augmente le plus ? Les dépenses, justement, administratives. Donc, alors qu'on est quand même avec l'IA, etc., l'informatique, on pourrait réduire ces dépenses. Toutes les entreprises l'ont fait. Non, nous, on les augmente. Donc, c'est bien qu'il y a un problème. Vous voyez. Donc, il faut changer de logiciel et on ne veut pas. C'est ça le drame. On ne veut pas changer ce logiciel. Et encore une fois, ça ne marche plus. Donc, moi, je veux bien si ça fonctionne. OK, ça ne marche plus. Et surtout, maintenant, très honnêtement, sans être méchant, on est la risée du monde. C'est-à-dire que tous les pays dans le monde, pas qu'aux États-Unis ou en Europe, dans le monde, tous les pays ont fait des efforts sur leur déficit public, sur leur dette publique, sauf nous. Donc je sais que nous sommes une exception, l'exception française, mais quand même, il y a des limites. Et encore une fois, surtout, on voit qu'on a une croix. Vous savez, on a eu les chiffres là, du PIB, au 4e trimestre 2024, ça baisse. Ça y est, la France est retombée dans la récession. Aujourd'hui, on enregistre cette interview. Il y a eu les indicateurs des directeurs d'achat qui sont sortis pour le mois de janvier. La France est la lanterne rouge mondiale en termes d'activité économique selon les directeurs d'achat. Donc là, vous voyez, c'est directeurs d'achat, ça veut dire dans les entreprises, ceux qui font les achats. Donc eux, ils savent de quoi ils parlent, c'est du concret. Ils savent ce qu'ils vont pouvoir dépenser. C'est-à-dire même la zone euro, elle retrouve un tout petit peu la croissance. Nous, on continue à plonger, on continue dans la récession. Évidemment, ce n'est pas sérieux. Et donc, pour l'instant, ça tient. Là, on voit que le budget passe, etc. Les taux d'intérêt qui avaient augmenté sur la dette publique se calment un petit peu. Bon, toujours au-dessus des 3,2%, mais tout de même, sur le taux d'intérêt à 10 ans. Mais en fait, ça va être, je pense que dans les prochaines semaines, les prochains mois, la note de la France va être dégradée parce qu'en fait, vous voyez, dans le budget, M. Bayrou, ou Bayrou, enfin ça dépend comment vous... ça dépend de l'accent que vous avez, nous dit on va avoir un déficit public de 5,4%.
Alors, si vous voulez, c'est du Bruno Le Maire, mais puissance 10. Parce que Bruno Le Maire, effectivement, il avait dit la même chose, mais à la rigueur, il était cohérent. Il voyait que il disait que la croissance allait être forte, qu'on était dans les 30 glorieuses, donc bon, pourquoi pas. Là, M. Bayrou est conscient que la croissance baisse, donc lui-même a révisé à la baisse ses prévisions, donc il est à 0,9%. Moi, je suis à 0,5% de croissance pour 2025. Je pense que ça sera déjà optimiste, mais bon, admettons. Et malgré cela, il vous dit non, mais par miracle, le déficit public va baisser. Et donc là, c'est incroyable, parce qu'il y a quelques semaines, donc, la direction du Trésor, à Bercy, donc c'est quelque chose de très sérieux, a fait des prévisions pour 2025 en disant, voilà, avec une croissance de entre 1 et 1,4, donc c'est plutôt bien, pas trop mal, on va dire, on va avoir un déficit public de 6,2% du PIB. Oui. C'est déjà énorme. Oui. Et là, le nouveau gouvernement nous dit, non, on va vers moins de croissance, mais on va quand même faire moins de déficit. Mais il ment ouvertement. Le problème, c'est que évidemment, ce sont des contre-vérités. Ce n'est pas sérieux. C'est-à-dire que, encore une fois, sans être grand mathématicien, sans être grand devin, on comprend que s'il y a moins de croissance, il y a moins de recettes fiscales, le chômage est en train d'augmenter. Si le chômage augmente, il y a plus de dépenses, et ainsi de suite. Donc mécaniquement, il y a plus de déficit. Donc je vous le dis d'ores et déjà, le déficit public va atteindre encore 6% du PIB. Je fais exactement la même prévision que je faisais il y a un peu plus d'1 an, quand Bruno Le Maire a annoncé justement un déficit public autour des 5%. Moi j'avais dit, écoutez, vu les chiffres qui sont annoncés, c'est pas possible. On sera à 6%. Et à l'époque, pareil, comme aujourd'hui, ah non, vous êtes trop pessimiste, ah vous devenez complotiste, faites attention, monsieur Toiti, etc. Je dis non, mais moi je fais mon métier. Vous voyez, c'est-à-dire que quand on fait son métier aujourd'hui, on est presque insulté. C'est quand même assez incroyable. Alors que ceux qui effectivement sortent des balivernes, ben malheureusement, on leur dit non, c'est très bien, continuer comme ça. Et là aussi, la Commission européenne, excusez-moi, elle ne fait pas son boulot. Elle a quand même dit que le projet de budget 2025 était, dans les clous, était formidable. Ça me rappelle, parce que bon, j'ai quand même un petit peu de bouteille maintenant, parce que j'ai 30 ans de métier, mais un peu avant la crise grecque et la crise espagnole, etc., la Commission européenne lançait des satisfecit sur l'état des finances de l'Espagne, de la Grèce, du Portugal, etc. à l'époque, alors que ça allait exploser. À la veille d'une crise... bien sûr, donc ce n'est pas sérieux. Comme les agences de notation aujourd'hui, qui devraient bien sûr dégrader la note de la France, elles l'ont déjà fait un petit peu, mais pas assez. Donc là, je pense que dans les prochains mois, on va tomber à simple A. Et là, quand on tombe à simple A, c'est très dangereux, parce qu'on change de catégorie. Donc beaucoup d'investisseurs, de banques, de compagnies d'assurance ne vont plus acheter la dette publique française. Non pas parce qu'ils n'aiment pas la France, parce qu'on n'est plus dans le cahier des charges. Eux, ils veulent du triple A ou du double A. Simple A, on n'est plus dans les clous, et là, évidemment, on n'achète plus de dette. Sauf que l'État français va devoir émettre cette année 340 milliards d'euros de nouvelles dettes. Comment va-t-il trouver preneur ? Qui va prendre ça ? Eh bien voilà, donc le problème, c'est que les taux d'intérêt vont augmenter, donc la charge d'intérêt de la dette va encore augmenter. Et on est dans un cercle vicieux. Et surtout, si les taux d'intérêt augmentent, ça casse l'activité économique, parce qu'il y a moins d'investissement, moins de consommation, et donc plus de déficit, plus de dette. Vous voyez, c'est le cercle vicieux dans lequel nous sommes depuis des années, mais jusqu'à présent, c'est vrai qu'on me dit, oui Marc, ça tient, c'est vrai que ça tient jusqu'à présent, parce que il y a eu la planche à billets de la BCE, il y a eu effectivement la BCE qui a, on l'a vu, baissé les taux d'intérêt l'année dernière. Donc on essaye tout pour sauver. Elle achète encore de la dette publique française pour essayer de calmer le jeu, etc. Donc on continue finalement, alors que plus on tardera, je dirais, à regarder la réalité en face, plus la sortie de crise sera douloureuse. Mais est-ce que finalement cette Union européenne n'évolue pas en circuit fermé et se leurre et se soutient un peu seule dans un monde où finalement elle est de plus en plus isolée ? Parce qu'on voit le Sud global se développer, parce qu'on voit l'éternel grand frère américain faire cavalier seul. Bien sûr, bien sûr. Si vous voulez, ce qui est dramatique, c'est que, moi je le dis, je suis tout à fait honnête, en 1999, quand on a créé la zone euro, j'y ai cru. Comme beaucoup de monde, j'ai cru qu'on allait pouvoir concurrencer le dollar, qu'on allait pouvoir créer ce qu'on appelle une zone monétaire optimale, avec une harmonisation des conditions fiscales, réglementaires, qu'on allait favoriser la croissance, le pouvoir d'achat. Mais c'était une arnaque. Il faut dire les choses, on ne l'a pas fait. Enfin, on aurait pu le faire, mais malheureusement, les dirigeants politiques, notamment français, n'ont pas tenu leurs engagements. Et donc, nous, qu'est-ce qu'on a fait ? La fuite en avant. Voilà. D'abord, la BCE a été trop rigoureuse sur l'inflation au début de la création de la zone euro. Après, elle a trop lâché du lest depuis 2015 avec la planche à billets, etc. Et finalement, voilà, on tient, je dirais, à bout de bras, on tire sur la corde, elle tient sur un fil, la corde. Donc tant que le fil tient, la corde tient, mais le jour où le fil va casser, c'est très compliqué. Et donc là, on le voit encore aujourd'hui, quand on a effectivement cette démarche américaine, il n'y a pas que les Américains, mais admettons, prenons les États-Unis, parce qu'on en parlait tout à l'heure, normalement, l'Europe devrait être unie
pour faire une réponse unie. Mais on voit que ce n'est pas du tout le cas. Donc c'est ça, le projet européen était un très beau projet à la base, mais en fait, on a tout gâché. C'est-à-dire que ça aurait pu marcher. Moi, je pense qu'on aurait pu y arriver, mais sauf que on a tout gâché. On a fait des réglementations tatillonnes. Vous vous rendez compte aujourd'hui, les réglementations qui sont pratiquées. Regardez le secteur de l'agriculture. Enfin, c'est quand même un drame. Oui, parce que l'agriculture française, c'était une force de la France. Pendant des années, c'était 5% du PIB encore en 70-80. Maintenant, c'est 1,5% du PIB, donc c'est plus grand-chose. Et donc, ça nuit à notre souveraineté alimentaire. C'est ça qui est dangereux. Vous voyez, par exemple, dans le secteur des fruits aujourd'hui, vous savez que 70% des fruits que nous consommons en France sont importés. Alors qu'il y a 25 ans, c'était une vingtaine de pourcents. Vous voyez ? Donc on a sacrifié. On voit malheureusement toutes les fermes, etc., les exploitations agricoles qui ferment justement, qui disparaissent parce qu'elles n'ont plus les moyens. Donc nous, on est très bons pour mettre évidemment des taxes, des réglementations. À ça, on est très bons. Donc ce que j'appelle le mourir guéri. C'est-à-dire, effectivement, alors on respecte toutes les règles, etc., tout va bien, sauf qu'on est mort. Donc ça ne sert pas à grand-chose, vous voyez. Voilà. Mais on est dans ce dogmatisme. Moi, je pense que ce qui a fait beaucoup de mal, je dirais, à l'Europe, et comme à la France, c'est ce qu'on appelle la technocratie. Disons-le, c'est-à-dire que globalement, on a des gens extrêmement intelligents, soi-disant, qui prennent les décisions, mais qui ne sont pas au contact de la réalité. Je vais vous donner un exemple là, qui vient de sortir dans le budget 2025 sur les micro-entrepreneurs. C'est-à-dire, en fait, vous savez, pour déclarer la TVA, il y avait un seuil. Donc c'était 37 500 €, même parfois à 80 000 € pour certains. Maintenant, on l'a baissé à 25 000 €. Ça veut dire que des entreprises, donc des micro-entreprises, entrepreneurs, vont devoir déclarer effectivement les TVA. Alors, ils vont la récolter pour ensuite la redonner à l'État, certes, mais sauf qu'avant, ils n'avaient pas à faire ça. Donc, ça va générer un coût. Donc, soit ils augmentent leur prix de 20%, montant de la TVA, soit ils encaissent une baisse de 20%. Sauf que pourquoi on a créé les micro-entrepreneurs? Justement pour qu'ils se développent. Et une fois qu'ils arrivent à se développer, à ce moment-là, ils peuvent faire la TVA, embaucher des gens, etc. Sauf que là, on va les empêcher de se développer, on va les limiter à 25 000 €, voire les inciter, pour certains, je ne l'espère pas, mais à faire de l'économie parallèle. Ce sont des personnes qui prennent des décisions, mais qui ne sont pas dans la réalité économique. C'est ça qui est dramatique. On voit tout ce qu'on appelle, vous savez, les comités Théodules. Vous savez, c'est les comités qui n'ont pas les ODAC, c'est-à-dire les organismes d'administration centrale. Il y en a quelques-unes qui servent à quelque chose, mais globalement, quand on regarde le détail, il y en a 700 en France. Alors si on prend toutes les agences, on monte à 1200, mais juste les ODAC, on est à 700. Vous savez combien ça coûte chaque année, ce truc-là? 150 milliards d'euros. À pure perte. Non, il y en a certaines qui servent à quelque chose. Vous avez la liste dans l'INSEE, il y en a 700. Mais 150 milliards, je pense qu'on peut bien économiser 50 milliards. Vous comprenez? Mais non, là, oh là là, tout le monde dit non, surtout pas, il faut maintenir, etc. Mais à quoi ça sert? Quel est l'impact économique? Il n'y en a pas. Ça relève un fait important, c'est la manière dont l'État s'immisce en permanence dans le moindre espace pour créer, pour ralentir le mouvement économique, pour ralentir le moindre dynamisme. Est-ce qu'on n'est finalement pas dans une situation presque comme l'URSS sur la fin, où on avait un État omniprésent, mais finalement qui ne permettait... Alors l'URSS, c'était son modèle, il y a toujours un État omniprésent, c'est le modèle. Mais là, nous, on y arrive, évidemment. Mais même, de toute façon, aujourd'hui, il faut voir que même la Chine, si vous voulez, il y a moins de dépenses publiques en Chine qu'en France par rapport au PIB. La Chine est beaucoup plus libérale qu'on peut l'imaginer. Exactement, mais c'est ça le paradoxe. Oui, je suis assez d'accord, certains me disent parfois la France, c'est le dernier pays communiste. Bon, peut-être, mais c'est sûr que, d'ailleurs, encore une fois, le ministre de l'économie, il l'a dit, il a dit, dans une interview dernièrement, la France est un pays d'État. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. C'est significatif. C'est incroyable. Non, c'est-à-dire qu'on est conscient de cela. Encore une fois, moi je suis pour la dépense publique. Il faut de la dépense publique, mais efficace, qui fasse baisser, je dirais, le chômage, qui fasse augmenter la croissance. Moi je le dis souvent, moi je suis un enfant des cités HLM d'Orly. Vous voyez, donc j'ai réussi à m'en sortir grâce à la dépense publique, grâce aux aides. J'avais une bourse, etc. Mes parents n'avaient pas les moyens, donc j'ai pu m'en sortir grâce à cela. Mais j'avais envie de m'en sortir. Sauf qu'aujourd'hui, quand vous avez un taux de chômage des moins de 25 ans de 60% dans les cités HLM, c'est quoi la chance de vous en sortir? Pourtant, les dépenses, elles sont beaucoup plus élevées aujourd'hui que quand j'étais jeune. Enfin, je suis toujours jeune, mais je veux dire, quand j'étais adolescent, on va dire. Donc, vous voyez que, on est dans la gabegie, dans la fuite en avant permanente, et c'est ça qui est dangereux, parce que ceux qui prennent les décisions ne sont pas dans la réalité économique. Ce sont des carriéristes.
Pas seulement, ce sont des gens. Moi, j'en ai rencontré pas mal. Ils ne sont pas tous comme ça, bien sûr, mais moi, je me souviens, je n'ai pas donné de nom parce qu'il y en a certains qu'on connaît, mais quelqu'un m'avait dit une fois, un haut fonctionnaire, bref, qui a eu du pouvoir à un moment, et il m'a dit, donc je lui disais que ce qu'il faisait, ce n'était pas forcément idéal. Et il m'a répondu, Scotty, ne vous inquiétez pas, de toute façon, nous avons raison. Alors, j'ai regardé, je dis, mais c'est une blague, je crois qu'il y avait une caméra cachée, non, ce n'est pas une blague. Et je pense que c'est ça le drame. Quand vous avez des gens qui pensent comme ça, et ça existe encore aujourd'hui, ils sont encore là, vous voyez. Donc, voilà, tant qu'il n'y a pas de sanction, finalement, voilà, c'est la blague de Coluche, hein, tant que je gagne, je joue. Donc c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas de sanction. Quelle sera la sanction La sanction, elle a commencé. La sanction, c'est que la note de la France a déjà été dégradée, elle va encore être dégradée, et les taux d'intérêt vont encore augmenter. Donc là déjà, parce que à cause du coronavirus, à cause de la gestion qu'on en a faite surtout, avec la planche à billets, donc les taux d'intérêt étaient à 0 sur la dette publique. Même, ils étaient même négatifs à un moment. Taux d'intérêt négatif. Ça n'avait aucun sens. Improbable. Là, maintenant, ils sont montés à plus de 3%. Je pense qu'ils vont bientôt atteindre 4%. Donc la charge d'intérêt de la dette, chaque année, va bientôt atteindre 75 milliards d'euros. Vous vous rendez compte ? Juste en intérêt de la dette. Ça veut dire que, si on regarde sur les 5 dernières années, là, on est autour des 300 milliards d'euros juste pour la charge d'intérêt de la dette. Donc là, on voit bien que quand certains économistes, qui sont complètement irresponsables, disent « la dette, on s'en fiche, ça ne coûte rien », ce sont des menteurs. Bien sûr que ça coûte la dette, il faut payer. Je ne parle pas du capital, on ne va pas le rembourser, c'est sûr, mais je parle des intérêts. Ça nous coûte 300 milliards sur 5 ans. Oui, 300 milliards, ça ne se trouve pas comme ça. Donc c'est pourquoi l'État aujourd'hui panique. Pour ça, il augmente les impôts, parce que comment on va trouver ça ? Vous voyez, le coût des grandes entreprises, c'est assez amusant. Bernard Arnault est monté au créneau dernièrement, il a eu raison. Il a eu raison. Parce que on a, encore une fois, du côté américain, on va baisser l'impôt sur la société à 15%. Nous, pour les grands groupes, il va monter à 37%. Vous vous rendez compte ? Alors, évidemment, le problème, c'est que les Français, ça c'est un problème, on n'a pas de culture économique. Il était à 33%. Donc ils confondent surtout. Non, il était à 25%, il avait baissé à 25%. Là, il a moins de 30%, après il est remonté à 25%, là il remonte à 37%. Ça n'a pas de sens. Vous voyez, les Américains vont le baisser à 15%. Mais les Portugais aussi l'ont baissé, les Italiens, bien sûr les Irlandais. Bon, tout le monde a compris que en taxant les entreprises, on allait évidemment casser l'activité économique. Encore une fois, c'est du bon sens. Vous savez, l'économie, c'est des causes et des conséquences, tout simplement. C'est de la logique. Donc là, qu'est-ce qui va se passer ? C'est pas compliqué. Nos grands groupes, moi, ils ne m'inquiètent pas, nos grands groupes, parce que ils sont puissants. Donc évidemment, 80% de leurs profits sont faits à l'étranger. Donc la France, finalement, si la France les taxe de plus en plus, ils vont développer leur activité à l'étranger. Ils ne vont pas forcément délocaliser leur siège, etc. Mais tout les nouveaux investissements qu'ils devaient faire, ils vont le faire à l'étranger, là où on les taxe moins. Donc, qu'est-ce qui va se passer derrière ? Tous les sous-traitants, tous les fournisseurs, donc toutes les PME, tout ce tissu, finalement, tous ces tissus industriels ou de services, ne pourront plus avoir ces commandes. Donc, évidemment, ils vont s'effondrer. Voilà pourquoi on a aujourd'hui des sommets historiques de faillite d'entreprises. Il y a d'autres raisons également, les PGE, les prêts garantis par l'État, etc., qui sont plus remboursés. Bon, il y a beaucoup de raisons. Surtout, il y a la récession. Donc, vous voyez, en France, ça fait 5 trimestres consécutifs que l'investissement des entreprises baisse. Ça fait plus d'un an. Donc, vous voyez, c'est pas que la dissolution. C'est pas ponctuel, bien sûr. Donc, et on ne dit rien. Sauf que s'il y a moins d'investissement, il y a moins d'emplois. S'il y a moins d'emplois, il y a du chômage. S'il y a plus de chômage, il y a moins de revenus, donc moins de consommation, et ainsi de suite. Vous voyez, c'est ça le drame. Et ce qui fait que, encore une fois, voilà, le problème, c'est que nous, on raisonne, je dirais, à l'instant T. On se dit, tiens, on va les taxer plus, ça va ramener plus. Mais non, parce que déjà, ça ne va pas ramener plus. Et puis surtout, derrière, il va y avoir des conséquences dramatiques pour les PME, pour les TPE. Qui sont 80% du... Même plus. Aujourd'hui, il y a 98% d'entreprises qui ont moins de 10 salariés en France, ne l'oublions pas. Donc voilà, c'est ça qui est très triste. Et idem pour les très riches, on veut les taxer, mais ils sont déjà plus là, entre guillemets. Par contre, ceux qui restent, c'est eux qui vont évidemment payer la facture. Donc la classe moyenne. Donc c'est ça, moi, qui m'effraie, si vous voulez, c'est qu'on est complètement dans le dogmatisme. Et ça continue. Vous voyez, là, on avait un gouvernement, entre guillemets, de centre-droit. Donc bon, mais c'était pareil avec Barnier. Là, c'était encore plus, c'était vraiment presque la droite. Et donc, normalement, la droite n'augmente pas les impôts. Donc là, non, c'est un gouvernement, je dirais, de gauche, disons le mot, sans être méchant, c'est pas pour de la politique. Mais ça veut dire qu'on applique une politique que plus personne n'applique.
même des pays, entre guillemets, dirigés par la gauche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont compris qu'il fallait arrêter d'augmenter la dépense publique, d'augmenter les impôts n'importe comment. Ça ne marche pas. Et nous, c'est ce qu'on est en train de faire. Et je suis désolé, on va encore casser la France. Donc c'est triste. Mais à gauche comme à droite, justement, pour parler de ces politiques, est-ce qu'il y a une véritable proposition qui vous paraisse être cohérente? Parce qu'à gauche, c'est quand même plus de taxes aussi pour les riches et les entreprises. C'est plus ou moins la direction qu'ils souhaitent prendre, mais en même temps, à droite, oui, mais c'est ça qui il n'y a pas de recherche d'une économie plus libérale, de baisser les impôts. Mais encore une fois, Marine Le Pen ou les Républicains, c'est pas non plus... Mais c'est ça, moi, qui m'effraie, si vous voulez, c'est qu'il n'y a plus de bon sens. Donc aujourd'hui, moi, j'ai été conseiller tout le monde. Moi, je ne fais pas évidemment, tous les dirigeants qui m'ont appelé, j'ai été les voir. Certains ne veulent pas me voir parce que bon, ils préfèrent écouter d'autres économistes très marqués politiquement, on va dire. Mais bon, c'est pas grave. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on se rend bien compte qu'aujourd'hui, voilà, il n'y a pas d'offre. Moi, j'ai fait des propositions, très clairement, sur ma chaîne YouTube, vous pouvez les regarder régulièrement, de baisse des impôts. Il faut baisser les impôts, massivement, d'au moins 50 milliards d'euros. Par exemple, sur la CSG. Sur les entreprises, impôts sur la production, etc. Réduire les dépenses publiques de 50 milliards. Lutter contre les fraudes sociales et fiscales, ça va ramener également 50 milliards par an. Donc ça qui est fou, c'est qu'en baissant les impôts, avec les propositions que je fais, on arrive à réduire le déficit public de 80 milliards d'euros. Vous voyez ? Donc c'est pas sorcier. Hein. J'invente pas l'eau chaude. Simplement, je fais preuve de bon sens. Et aujourd'hui, je pense que ce terme bon sens, malheureusement, n'existe plus. Il n'y a plus personne qui veut faire preuve de bon sens. Et c'est ça qui est dangereux. Donc, je vais vous dire la vérité, hein, c'est-à-dire que moi, ça fait des années que j'ai vu tous les dirigeants politiques à l'Élysée, Matignon, Bercy, etc. Alors depuis, je m'en suis remis parce que ça n'a pas servi à grand-chose. Mais je leur ai toujours dit, vous savez, la France, de toute façon, il faudra un jour ou l'autre la réformer, la moderniser. Donc, je pense que ça aurait pu se faire dans la douceur ou alors dans la douleur. Donc pendant longtemps, j'ai cru que ça allait se faire dans la douceur, et c'est pour ça que j'ai milité, entre guillemets, auprès des dirigeants français en pensant qu'ils allaient le faire. Puis ils ne l'ont pas fait. Donc maintenant, je suis résigné, je pense que ça va se faire, mais dans la douleur. C'est-à-dire qu'on va toucher le fond de la piscine, c'est imminent cette année, je pense. Et après, peut-être qu'on redémarrera. Vous voyez. Mais là, pour le moment, les Français ne comprennent pas ce qui est en train de leur arriver. Ils ne comprennent pas. Et c'est ça qui est... Et les dirigeants politiques non plus. Moi, je vais beaucoup en province faire des conférences, donc je vois le terrain. Je vois les chefs d'entreprise, pas que des grandes entreprises, également des PME, je vois les épargnants, les Français au sens large, je vois leur inquiétude. Et donc, ils ne se sentent plus du tout écoutés. Si vous voulez, il y a un fossé qui s'est creusé entre les élites, entre guillemets, ce qu'on appelle les élites, ce qui ne veut rien dire, mais bon, ceux qui prennent les décisions. Moi, je préfère l'establishment, parce que c'est eux qui dirigent la France. L'État profond, finalement. Oui, en France, c'est facile, on les connaît, c'est les hauts fonctionnaires. Certains disent, oh, alors c'est lui, c'est Rothschild, c'est machin. Quand on dit par exemple Macron, oui, c'est normal, il a travaillé chez Rothschild, mais ça n'a rien à voir. Macron n'est pas un banquier, il ne faut pas l'oublier. Macron, c'est un haut fonctionnaire qui a travaillé 3 ans, en l'occurrence chez Rothschild, donc ce qui est une banque d'affaires, effectivement, et tout simplement pour faire ce qu'on appelle le go-between. Ça veut dire, comme il a un carnet d'adresses, notamment au niveau des hauts fonctionnaires, c'est un peu ce qui se passe en France. Il y a des relations, c'est du relationnel, mais ce n'est pas du tout un banquier. Donc quand on me dit le Mozart de la finance, je ne sais pas d'où c'est sorti, ça c'est du marketing. Mais quand vous avez travaillé 3 ans dans une banque, vous ne pouvez pas être le Mozart de la finance. Il a quand même un état d'esprit où il gère la France, il ne la gère pas avec la vision d'un homme politique qui a une vision au long terme. C'est vraiment du court-termisme. Vous parliez de la gestion du Covid, de la planche à billets. C'est ça qui est très grave. Moi, ce que je pense aujourd'hui, c'est qu'on a besoin d'un dirigeant qui a une vision du monde. Trump, pour ou contre, peu importe, il a une vision du monde. Ce que je veux dire, c'est qu'un pays, il avance avec des personnes qui ont une vision, qui leur donnent une direction. Là, il n'y a aucune direction. Un jour, on dit blanc, un jour, on dit noir, un jour, on dit vert, un jour, on dit rouge. Enfin, c'est pas sérieux. Moi, c'est ça qui m'inquiète. C'est ça qui m'inquiète, c'est que... mais un jour, ça arrivera, j'espère, en tout cas, qu'il y aura des personnes qui auront le courage de dire les choses. Parce qu'aujourd'hui, personne n'a le courage. Hein, même ceux qui veulent prendre le... à la rigueur, les seuls qui ont le courage, c'est LFI, mais eux, ils veulent tout casser. Donc, au moins, on sait où ça va. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est quand je vois beaucoup de jeunes qui sont intéressés par ce type de discours. Et moi, je l'avais dit une fois à Mélenchon, d'ailleurs, dans un débat, je lui ai dit, mais monsieur Mélenchon, ce que vous proposez, on l'a déjà fait. Ça s'appelait l'URSS. On voit comment ça s'est terminé. Vous voyez. Donc, mais ce qui est fou, c'est que l'être humain oublie. Donc on a oublié que ce que proposent ces gens-là, ça ne marche pas. Ça sera une catastrophe. Ça sera des larmes et du sang. Donc on ne veut pas ça. Vous considérez que donc, les propositions de gauche, en tout cas celle de Mélenchon, qui serait majoritaire,
Encore que ce serait justement plus d'État, plus d'assistanat. Non, mais non, eux, c'est vraiment, ils veulent tuer la France. Ils veulent le chaos. Disons-le, ils veulent le chaos. Hein. C'est pas méchant. Ils le disent d'ailleurs, hein, tout simplement. Et moi, la tristesse que j'ai, c'est que quand on voit l'Assemblée nationale, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui à l'Assemblée nationale avec ces personnes-là qui sabrent le débat, enfin, c'est quelque chose d'horrible. Et ce qu'on oublie souvent, c'est pourquoi on a ça. C'est parce que M. Macron a fait cette dissolution. Et qu'au second tour, les dirigeants, donc amis de M. Macron, et même lui-même, ils ont appelé à voter pour des LFI, parfois même des fichiers S. C'est incroyable. Qui ont été élus, donc. Oui. Vous voyez ? Donc, c'est ça, moi, qui me fait peur. Et je me dis, attention, c'est-à-dire que ce qui arrive aujourd'hui, on sait d'où ça vient. Alors, leur dire certains, oh non, c'est pas bien, bref. Donc, non, il faut trouver un juste milieu. Pour l'instant, malheureusement, je vois pas grand monde. Et moi, je pense que la France n'est pas prête. C'est-à-dire, je pense qu'il va falloir, encore une fois, je le redis, toucher le fond de la piscine. Parce que les Français ne sont pas conscients, la plupart, malheureusement, beaucoup trop en tout cas, de la chance que nous avons de vivre en France. Moi, je peux vous le dire, je me balade beaucoup dans le monde, on ne se rend pas compte de la chance, toutes ces protections que nous avons. Sauf que c'est devenu un écueil. C'est-à-dire qu'on a tellement de protection que malheureusement, ben voilà, on n'a plus d'esprit d'initiative. Et tout ce que ceux qui ont des esprits d'initiative, on les sabre. Ça, c'est très, très dangereux. C'est devenu une contrainte. Oui, donc moi, je veux garder l'espoir. Parce que d'ailleurs, voilà, quand je fais mes conférences, je dis toujours à mes chefs d'entreprise, ne vous inquiétez pas, on va y arriver. Il faut faire preuve faut développer des stratégies anti-crise en permanence, etc. Et elles existent, en espérant qu'on va prendre un jour ou l'autre les bonnes solutions. Mais et c'est sûr que là, quand on voit toutes ces faillites d'entreprises, bon, ben, ça fait quand même peur, parce que derrière, il n'y a pas que des chefs d'entreprise, hein. Derrière, c'est des salariés qui vont tomber au chômage. Il faut les chiffres du chômage qui viennent de sortir d'Eurostat. Hein. On est à 7,8% de taux de chômage en France, catégorie A. Hein. C'est-à-dire, si on prend tous les chômeurs, on est à plus de 16,5%. C'est toujours des chiffres qui sont... voilà. Mais bon, là, on va prendre, c'est harmonisé au niveau européen, catégorie A, donc 7,8%. La zone euro, on est à 6,3%. Taux de chômage des moins de 25 ans en France, 20,4%. Et malgré toutes les aides qu'on donne à droite à gauche, 20,4%. Donc, c'est quand même assez sérieux. Et donc, encore une fois, ce ne sont pas que des chiffres. Derrière ces chiffres, il y a des personnes, il y a des familles, il y a une réalité. Vous comprenez ? Et moi, c'est ça qui me fait peur, parce qu'encore une fois, moi, je viens des cités HLM d'Orly, donc je sais ce que c'est l'adversité. Je sais ce que c'est avoir des difficultés, etc. Bref, pas rentrer dans le détail, je ne vais pas faire du Zola, hein, mais toujours est-il que là, je pense à toutes ces familles. Moi, je suis inquiète pour ces familles. Comment vont-elles réagir demain ? Vous voyez ? Et donc, voilà, il faut les écouter. Et je suis désolé, quand on voit aujourd'hui les arrangements entre amis qu'il y a eu autour du budget 2025, les Français, 49.3, motion de censure, les Français se disent, mais attendez, mais moi j'ai du mal à joindre les deux bouts. Vous voyez, chaque mois, je vois des chefs d'entreprise, j'en ai vu encore dernièrement qui me disent, par exemple dans le bâtiment, ils disent, j'ai plus d'activité, j'ai plus rien. Vous vous rendez compte ? Alors là, ils se rassurent, ils disent, bon, ça va, c'est le mois de janvier, ça va redémarrer après, mais maintenant, ça y est, on est en février, et ainsi de suite. Vous voyez, et quand on voit que les dirigeants vous disent, ah non, là, non, vous avez trop de rentabilité. D'ailleurs, je voulais vous entendre sur ce sujet, la thématique de l'immigration. Vous faites la transition avec, entre le programme de gauche et puis aussi des secteurs comme le bâtiment, qui justement emploient énormément une main-d'œuvre immigrée. Comment traiter justement cette question de l'immigration, avec laquelle on ne peut pas juste balayer d'un revers de la main en disant on ferme les frontières, parce que en étant réaliste, ça ne se gère pas de cette manière-là. Comment justement traiter cette question ? Alors c'est très simple. Justement, il y a quelques semaines, l'INSEE a sorti des chiffres sur justement l'immigration, ce qu'elle ne fait jamais, c'est très rare. Donc moi, je les ai regardés, c'est mon métier, et j'en ai parlé justement dans ma chaîne YouTube, et il y a la vidéo qui est toujours disponible. Et c'est incroyable parce que justement, on vous dit souvent, on laisse croire que quand on augmente l'immigration, la croissance augmente. On vous dit, voilà, si la France a eu de la croissance, c'est grâce à l'immigration, etc. Bon. Donc j'ai fait un graphique très simple sur longue période, où j'ai mis deux courbes très simples. La variation de l'immigration, et effectivement, elle a explosé depuis Macron, il faut être honnête, elle a explosé, je dis bien explosé. Et sur le même graphique, la croissance structurelle, ça veut dire la croissance moyenne qui s'obtient en moyenne sur 10 ans. Et c'est incroyable. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a de lien de cause à effet, mais plus la courbe de l'immigration augmente, plus la courbe de la croissance baisse. Ça ne veut pas dire qu'il y a de lien, mais en tout cas, ça veut bien dire qu'il n'y a pas de lien positif. Exactement. Ceux qui vous disent que grâce à l'immigration, on fait de la croissance et que grâce à ça, on fait une croissance forte en France, ce sont des menteurs. Ce n'est pas une réalité. Pourquoi ? Parce que vous l'avez dit. L'immigration, c'est bien si effectivement,
elle est choisie. C'est-à-dire que si elle a un but, je dirais, économique, alors bien sûr, il faut être sympa avec le reste du monde, c'est sûr, notamment les personnes qui souffrent, il n'y a pas de problème. Mais il faut qu'ensuite, cette immigration, elle soit intégrée et qu'elle trouve un emploi et qu'elle génère de la croissance. Vous voyez, il y a beaucoup de si. Et on n'y arrive plus. Il faut être honnête, encore une fois, ça ne fonctionne plus. Et a fortiori, ces dernières années, ça fonctionne de moins en moins. C'est-à-dire que plus ça augmente, plus la croissance baisse. Et parallèlement, ça a un coût également, il ne faut quand même pas l'oublier. Moi, ce que font la plupart des pays, regarde ce qu'a dit Trump d'ailleurs, c'est intéressant ce qu'il dit Trump, parce qu'on croit à Trump, certains même disent qu'il est vrai, certains disent nazi, il y a des gens qui emploient des termes incroyables. Bon, Trump, il est pour l'immigration, mais pour l'immigration choisie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, vous avez raison, l'immigration, ça peut être tout à fait positif. Mais si effectivement, et moi je pense à ces personnes immigrées, on leur dit, quittez votre pays pour venir en France. Bon, donc déjà pour eux, ça veut dire c'est un changement. Mais au moins, il faut qu'ils aient du boulot. Donc voilà, ça c'est le but. Pour moi, c'est de la logique. Effectivement, cette immigration va être une immigration choisie qui a ensuite du travail. Si elle arrive en France et qu'elle n'a pas le travail, ça pose un problème. Oui, parce que derrière, et moi encore une fois, je viens des cités HLM d'Orly, donc moi j'ai grandi avec des populations, de tout type de population, et à l'époque, on avait une certaine cohésion tout de même. Il y avait un certain respect, notamment respect des institutions, respect des profs, respect de la police, un respect. Ouais. Et les parents de l'époque, je me rappelle évidemment, quand leurs enfants, donc eux, les parents qui venaient directement, qui étaient vraiment issus de l'immigration, si leurs enfants faisaient des bêtises, je peux vous dire qu'il est sanctionné. Donc il y avait ce respect. Moi, ça m'a marqué. Je me souviens, bref, on va rentrer dans le détail, mais aujourd'hui, il n'y a plus du tout ça, c'est l'inverse. C'est-à-dire aujourd'hui, il n'y a plus aucun respect, ni avec les profs, ni avec la police, ni avec personne, finalement. Donc, moi, je me dis, comment on en est arrivé là? Vous voyez, la haine, alors on sait, tout à l'heure on parlait de LFI, etc., qui attisent cette haine. C'est très dangereux. Ces gens-là sont des gens extrêmement dangereux parce qu'ils attisent la haine. Encore une fois, je pense qu'on peut vivre effectivement dans des cités, mais il faut qu'il y ait des règles qui soient respectées. Sinon, effectivement, ça peut devenir la haine. Et moi, c'est ça qui me fait peur. Parce que, vous savez, le b.a.-ba de l'économie, c'est-à-dire le préalable à toute croissance, à tout bonheur économique, finalement, c'est d'abord qu'il y ait de la stabilité sociale et sociétale. Là, ce qu'on est en train de créer, c'est une instabilité sociétale énorme, avec des personnes qui, finalement, jouent contre la France. Et ça peut être très dangereux. Et surtout qui sont souvent français. Donc là, c'est très dangereux. Donc moi, je dis non. Il faut aujourd'hui, pour l'ensemble de la population, leur dire, voilà, la France, eh bien, elle fait de la croissance. La France, elle va vous intégrer. La France, elle va nous permettre de nous développer. Et donc, à ce moment-là, on va jouer pour la France. Vous voyez, et encore une fois, moi, c'est le souvenir que je garde et que j'ai toujours de ma jeunesse, où justement, là, on avait envie de s'en sortir. On voulait s'en sortir tous. Vous voyez, et c'est-à-dire que l'enjeu est très simple. C'est que si vous avez une chance de vous en sortir, là, ça vaut le coup de mouiller la chemise. De s'investir. Si vous n'avez aucune chance, et que votre seule issue, c'est de faire du deal ou de faire des... bref, je n'entre pas dans le détail, c'est une catastrophe. Et là, non, personne n'en parle. On me dit, oh, c'est pas grave, c'est dans les cités, justement, HLM, en banlieue parisienne, ou dans les grandes villes, c'est pas grave. Maintenant, on se rend compte que c'est vrai partout. Vous voyez, on ne va pas donner de nom, mais si on peut, regardez des villes comme Nantes, comme Grenoble, comme Lyon, qui étaient des villes où c'est bon vivre. Maintenant, c'est devenu très dangereux. Et d'ailleurs, les prix de l'immobilier dans ces villes-là, ces 3 villes que je viens de citer, c'est les villes en France où les prix de l'immobilier ont le plus chuté ces 3 dernières années. C'est pas pour rien. Vous voyez. Donc, tout ça pour dire que, oui, l'immigration, ça peut être positif, encore une fois, mais ça doit être choisi. Et pour les personnes qui partent, et pour le pays qui accueille. Vous voyez, aujourd'hui, par exemple, ça, on ne le dit pas trop. Chaque année, il y a à peu près 200 000 Français qui partent de France. Qui quittent, c'est énorme. Ce sujet, on l'a abordé dans un dernier entretien. Pour la première fois, plus ou moins, dans l'histoire de France, il y a une diaspora française qui s'installe. Oui, alors justement, mais pourquoi ils partent? C'est une grande question. Bon, il y a beaucoup pour des raisons fiscales, il faut dire la vérité, et surtout parce qu'ils sont inquiets, justement, de l'avenir pour leurs enfants. Et ça, je le vois dans tous les messages que j'ai un peu partout, sur ma chaîne ou autre chose, ou ailleurs, même dans la rue, des fois, les gens me disent, ils ont peur pour leurs enfants. Vous comprenez? Ça, c'est quand même... Moi, je me rappelle quand j'étais petit, je raconte ma vie, mon père me disait toujours,
parce qu'on perd, lui, c'était un rapatrié d'Algérie, c'est-à-dire c'était un pied noir, et quand l'Algérie a eu son indépendance, il a été chassé d'Algérie en 62, il est arrivé. Et justement, là, c'était pas une immigration, parce qu'il était français. Oui, parce qu'il était français, donc c'était pas une immigration, mais néanmoins, quand il est arrivé donc, en métropole, il avait du mal à trouver un emploi. Bon, bref. Et il me disait toujours, mon fils, je veux que tu sois mieux que moi. Oui, mais il y croyait. Je pense qu'il y avait la probabilité était quand même forte, entre guillemets. Aujourd'hui, c'est plus compliqué de dire ça. De dire à son fils ou à sa fille, enfin bref, tu vas être mieux que moi. C'est pas évident d'y croire et d'être quasiment sûr que ça va se produire. Les Français n'ont plus confiance dans, oui, c'est ça qui est très dans dangereux. leur pays. Moi, en tout cas, c'est ce que je ressens et c'est ce que je vois aujourd'hui. Et tous ces Français qui quittent la France, pour moi, c'est pas justement ceux qui partent, c'est ceux justement qui ont des qualifications. Il y a par exemple beaucoup d'ingénieurs qui quittent la France. Vous vous rendez compte. Beaucoup également de créateurs d'entreprises, de start-up, dans la high-tech, etc. Mais en fait, ils voient, s'ils vont aux États-Unis, ou pas forcément si loin, ils vont en Irlande, ou ils vont même en Italie, ils voient qu'ils ont moins de charges, ils payent moins d'impôts, ils vivent mieux. C'est incroyable. Vous vous rendez compte, c'est triste quand même d'en arriver là pour un beau pays comme la France, parce qu'on a un pays formidable, encore une fois, mais là, on est en train de le gâcher. Voyez. Et donc, voilà, c'est dangereux, parce que si, évidemment, les meilleurs... quittent le navire, parce que c'est pas les rats qui quittent le navire, hein, comme l'a dit Madame Binet, c'est une catastrophe cette phrase. Vous vous rendez compte, elle dit au chef au dirigeant d'entreprise qui crée des emplois tous les jours en France, vous êtes des rats. Mais comment on peut dire ça? Comment on peut parler ainsi? Vous comprenez? C'est-à-dire, ça montre l'ampleur des dégâts que nous avons, parce que c'est une dirigeante d'un grand syndicat, entre guillemets, donc c'est-à-dire partenaires sociaux. Donc c'est-à-dire qu'ils négocient en permanence avec justement les entreprises. Elle assure la jonction. Vous leur dites, vous êtes des rats, mais pour négocier, c'est pas très sympa. Vous comprenez? Et donc, alors que toutes ces entreprises, elles créent des emplois, elles ont des fournisseurs, donc des PME, etc., voilà, ce sont des personnes qui sont hors sol. Ça dit la déconnexion. Ils sont dans le métaverse, je ne sais pas lequel, mais ils sont plus du tout dans le monde réel, vous voyez ce que je veux dire? Et donc, voilà, c'est triste, parce que nous qui sommes dans le monde réel en permanence, voilà, il faut entendre ces personnes qui nous disent aujourd'hui, moi je quitte la France. Alors il y a évidemment des ingénieurs, puis il y a des gens qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens, mais qui sont inquiets justement pour leurs enfants, etc. C'est pas très beau. Mais justement, ça m'amène à la question suivante. Une question qui revient souvent finalement, c'est le parallèle avec le scénario grec et la situation. On dit la France garde de toute façon la crédibilité de son nom parce que c'est la France. Mais en même temps, il y a beaucoup de similitudes, et pas seulement parce qu'on a organisé les Jeux Olympiques 2024, mais en termes de déconnexion, de dépenses incontrôlées, du poids de l'État qui n'a jamais été aussi lourd à porter et par les mêmes, c'est-à-dire cette classe moyenne qui est de plus en plus grignotée parce que finalement ceux qui sont à la limite basculent chez les plus pauvres et les plus modestes. Finalement, qu'est-ce qui nous différencie de la Grèce c'est amusant que vous disiez ça parce que moi j'ai bien connu la crise grecque malheureusement parce que je l'ai vécue de l'intérieur. Hein. J'étais à l'époque chef économiste d'un fonds d'investissement. Et puis déjà, quand j'étais chef économiste d'une banque, je ne vais pas donner le nom, mais j'allais souvent en Grèce, donc je connais bien la Grèce. J'ai vu sa croissance forte et puis son effondrement. Et je me souviens au début de la crise grecque, je me rappelle que j'avais fait une conférence comme ça et il y avait des dirigeants grecs qui me disaient Marc, vous ne dites pas que les taux d'intérêt grecs vont monter, hein. Attends, vous n'allez pas me dire ce que je dois dire quand même. Je dis évidemment qu'ils vont monter. Non, mais ne le dites pas. Parce que, bon, bref. Mais surtout, il me disait, un d'entre eux m'avait dit quelque chose. Enfin, pendant la conférence, il avait dit ne vous inquiétez pas, la Grèce, ce n'est pas l'Argentine. Vous voyez, dans le sens, on ne va pas finir comme l'Argentine. Finalement, c'est ce qui s'est produit. Ouais. Et donc, quand aujourd'hui on me dit, vous savez, la France, ce n'est pas la Grèce. Ça me rappelle ça. C'est le même discours parce qu'on veut se rassurer, hein, c'est normal. Alors, c'est sûr que la différence première est très simple, c'est les impôts. C'est-à-dire qu'effectivement, à l'époque, les Grecs n'arrivaient pas à lever l'impôt. Parce que, par exemple, l'impôt sur le revenu, c'était des déclarations sur l'honneur. Sur l'honneur. Donc c'était compliqué. Il n'y avait pas de cadastre, etc. Donc on avait des milliardaires, justement, qui payaient quasiment pas d'impôts. Là, pour le coup, c'était vraiment vrai. Parce qu'en France, les milliardaires, quand même, ils payent des impôts, globalement. Il ne faut pas l'oublier. Mais bon, il y en a de moins en moins, d'ailleurs. Mais toujours est-il que, à partir de là, c'est vrai que la France, elle lève l'impôt. Sauf que là, comme nous augmentons de plus en plus les impôts, qu'est-ce qui se passe? Voilà, on l'a évoqué à l'instant. Il y en a qui vont quitter la France. Donc, ils ne vont plus payer d'impôts en France. Et c'est ceux qui en payent le plus, justement. C'est ceux-là qui vont quitter la France. Donc, ça veut dire la même chose. Pareil pour les entreprises. Vous dites, oui, on va ponctionner de plus en plus. Mais s'il n'y a plus d'entreprises,
Si je ponctionne 200% sur 0, ça fait 0. Vous voyez, donc voilà. Donc c'est ça le drame. C'est que malheureusement, l'État aujourd'hui, il est en train de griller cette dernière cartouche sur l'impôt. Et donc, ce qui nous différencie de la Grèce, c'est juste ça. Ça veut dire juste le fait qu'on a plus d'impôts prélevés, donc ce qui nous assure quand même malgré tout de limiter les dégâts. Sauf que regardez les dégâts. Malgré ça, nous avons un déficit public donc supérieur à 6%, on va dire, pour faire simple. Nous sommes numéro 1 de la zone euro. La France est le pays où la dette publique a le plus augmenté depuis 2019, comme j'ai évoqué tout à l'heure, 16 points de PIB. Donc, ça veut dire que malgré ces impôts, ça ne sert à rien finalement. Alors on me dit oui, mais bon, on a des actifs. C'est vrai qu'on a des actifs, etc. Bon, la Grèce aussi, on en avait, mais bon. Sauf qu'on ne va pas vendre la Joconde. Ça ne se vend pas. De toute façon, on ne va pas vendre la Tour Eiffel. Ça ne se vend pas. Vous voyez ce que je veux dire, mais quand bien même. Vous savez, aujourd'hui, on parle de la dette publique. La dette publique en France, c'est 3 300 milliards d'euros. D'accord ? Si on ajoute ce qu'on appelle le hors-bilan, ça veut dire c'est de la dette qui existe, mais qui n'est pas encore dans les comptes. Par exemple, c'est de la dette future. Par exemple, l'État doit payer les retraites des fonctionnaires. Donc c'est une dette qu'a l'État, mais qui n'apparaît pas encore dans les comptes. Si on ajoute cette dette future, on est à 6 500 milliards d'euros de dette. C'est ça la vraie dette publique. Et si vous regardez maintenant le chiffre de l'INSEE, ce qu'on appelle le compte de patrimoine de l'État, donc toute la puissance publique, ça veut dire pas que l'État, mais aussi collectivités locales et sociales, c'est combien l'actif de l'État total? C'est une estimation, mais 4 500 milliards. Ça veut dire que j'ai 6 500 milliards de dettes, 4 500 milliards d'actifs. Des équilibres. Donc ça veut dire que l'actif net est négatif. Et ça, quand c'est le cas, par exemple, pour une entreprise, on dit que l'entreprise est en faillite. Est en faillite. Ce qu'avait dit Fillon il y a déjà très longtemps, et ce qui était le cas. Parce qu'à l'époque, c'était l'État uniquement qui était en faillite. Maintenant, c'est toute la puissance publique. Même si on met les collectivités locales et sociales, il y a également une faillite. Donc, on tient, voilà, je vous dis, sur un fil. Quand le fil va se casser, et ça pourrait arriver cette année, évidemment, ça va être très compliqué. Donc voilà, moi, en tout cas, on me dit, oui, mais arrêtez de donner des mauvaises nouvelles. Moi, j'aimerais donner des bonnes nouvelles, mais en tout cas, je veux avoir la conscience tranquille. Il y en a quelques-unes parfois dans vos éditos. Vous essayez un peu de... Non, mais moi, je veux dire, encore une fois, je veux dire les choses parce que, vous savez, il n'y a rien de pire. Après, on va nous dire, mais pourquoi on ne nous l'avait pas dit? C'est comme, je me rappelle, la crise des subprimes. Moi, je disais, vers la fin, mais c'est vrai que je me suis fait avoir comme tout le monde quand on avait des produits subprimes qui étaient notés AAA, alors que c'était hyper risqué. On me dit, mais pourquoi c'est noté AAA? Non, vous inquiétez pas, tout est... Je me rappelle, un trader, une fois, m'avait dit, à la banque où je travaillais, Marc, ne t'inquiète pas, tout est sous contrôle, mais de toute façon, tu ne pourras pas comprendre. Ça le rassurait, vous voyez ce que je veux dire? C'est exactement pareil. C'est-à-dire le fait de dire, voilà, tout est sous contrôle. Non, moi, c'est mon rôle de dire, comme j'avais dit à l'époque, faites attention. Comme je dis aujourd'hui, faites attention sur les crypto-monnaies, etc. Ça peut flamber, mais ça peut aussi avoir des difficultés. Il faut être honnête, encore une fois. Là, c'est pareil. C'est mon rôle d'économiste de vous dire les choses. Je ne vais pas vous mentir. J'invente pas les chiffres. Encore une fois, ce sont les chiffres de l'INSEE, les chiffres d'Eurostat, les chiffres de la Banque de France. C'est mon métier, je fais ça depuis 30 ans. Donc je peux vous dire que je n'ai jamais vécu ça. Je n'ai jamais vécu ça et je vois aujourd'hui, je ne vais pas entrer dans les détails, mais il y a une petite panique, on va dire, de l'establishment, parce que lui aussi il comprend que c'est la fin. Et il ne sait pas comment s'en sortir. Voilà, je pense que c'est ça le drame. Ils ne savent pas comment on va s'en sortir. Parce qu'ils veulent garder, mais malgré tout, le pouvoir. On le voit là, avec le budget, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'on a tout fait pour que le PS ne vote pas la motion de censure, mais il va quand même en faire une, parce que, bon, globalement, pour l'honneur, entre guillemets, mais il faut faire plaisir au RN, et puis aux Républicains, et puis aux... C'est quoi cette tambouille? Comme disait Casimir à mon époque, c'est du bloubi-boulga. C'est ce que je veux dire. Mais justement... Donc, c'est pas ça. On n'attend pas ça des dirigeants politiques. Et donc, moi, je rêve qu'un jour, on ait des dirigeants vraiment qui soient à la hauteur. Est-ce que, pour terminer, le fil qui arrive à tenir plus ou moins la France, ce serait l'Union européenne? Une Union européenne, comme on l'a vu pendant cet entretien, qui est de plus en plus isolée, qui va se retrouver avec l'un de ses derniers soutiens, les États-Unis, qui va avoir une politique économique beaucoup plus offensive et donc beaucoup plus dure avec l'Union européenne. Et je pense en particulier à l'Allemagne, l'industrie allemande. Est-ce que finalement, ce serait peut-être le dernier coup de grâce qui, peut-être en 2025, ferait que l'Union européenne tire sa révérence, peut-être, ou alors entraîne dans sa chute ces deux acteurs, la France et l'Allemagne, qui n'auront plus les possibilités de tenir? On voit ces partis d'extrême droite qui montent et qui sont ouvertement anti-européens et qui prennent de plus en plus de place. Alors, vous avez raison, c'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, l'Europe est en danger. J'ai écrit un livre il y a très très longtemps, enfin en 2012, c'est pas si vieux que ça, mais qui s'appelait « Quand la zone euro explosera ». Donc je disais qu'attention, si on continue comme ça, la zone euro ne pourra pas tenir. Parce que la zone euro, ça n'a de sens que si c'est une union, ce qu'on appelle une zone monétaire optimale.
Ça veut dire avec harmonisation des conditions fiscales, des conditions réglementaires, etc. Ça, on l'a complètement oublié. Vous savez que, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, il n'y a que 9 pays qui respectent les règles de la zone euro. Ça ne fait pas beaucoup sur 20, 9. Vous voyez. Et il n'y a pas la France, bien sûr. Hein. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, l'Allemagne, comme vous l'avez bien dit, va mal. Elle a une crise politique qui est en train de s'installer. Et donc, on a quand même les deux premières économies de la zone euro et de l'Union européenne, donc la France et l'Allemagne, dans une crise politique et une crise économique en même temps. C'est le cas de le dire en même temps. Ouais, sauf qu'en même temps, c'est pas le bon là. C'est-à-dire que c'est extrêmement dangereux. Et j'étais il n'y a pas longtemps justement à Francfort, ça fait déjà quelques années qu'ils nous aiment plus trop, hein, les Allemands. Et là, je me suis rendu compte quand même de l'ampleur des dégâts. Ils nous en veulent. Il faut savoir, je parle des milieux d'affaires, hein, des milieux financiers et d'affaires. Ils nous en veulent. Et je pense que la population, c'est encore pire. Ouais. Parce qu'ils se disent, on n'a pas respecté les règles. C'est-à-dire, eux, les Allemands, ils ont respecté les règles. Il faut être honnête. Hein. Ils ont réduit leur déficit, ils ont même eu des excédents publics. Ils ont limité leur dette publique. Ils se rendent compte qu'ils ont une dette publique à 63% du PIB. On est à quasiment 115%. 115, oui. Eh oui, donc c'est pas sérieux, bref. Et maintenant, ils voient que la France est en train de... Voilà, elle a profité, vous l'avez bien dit, ce qui a sauvé la France, ça a été la planche à billets de la Banque centrale européenne. Hein, s'il n'y avait pas eu ça, ben évidemment... cette planche à billets qui a toujours un contre-coup, on l'a vu dans l'histoire. Cette planche à billets, elle a eu comme contre-coup qu'on vit encore aujourd'hui, c'est l'inflation. Hein, qui évidemment était extrêmement douloureuse, et elle l'est encore aujourd'hui. Puis surtout, c'est ce qu'on appelle en théorie des jeux un aléa moral. Ça veut dire, en fait, quand vous avez un aléa moral, ça veut dire qu'en gros, comme vous avez une assurance, vous dites, finalement, je risque rien. Donc, je sais que la BCE, elle va payer, donc finalement, je m'en fiche. Moi, je l'ai vécu en pleine crise du Covid, enfin, du moins en 2021, quand je disais justement aux dirigeants français, et puis à d'autres, à Bercy et ailleurs, je leur disais, il faut arrêter d'augmenter la dette publique. Et ils me riaient au nez, ils me disaient, mais non, on s'en fiche complètement, hein, c'est la BCE qui va financer. On voit comment ça s'est terminé. Voyez. Et donc, c'est ça qui est dramatique, c'est que s'il y avait eu la sanction, c'est-à-dire si la BCE n'avait pas financé comme ça, alors là, on aurait dit, bon, on ne peut pas faire n'importe quoi, il faut limiter l'augmentation de cette dette publique. Sauf que, comme il n'y avait pas la sanction, on a continué. Hein, la blague de Coluche que j'évoquais d'ailleurs. Tant que je gagne, je joue. C'est exactement ça. C'est exactement ce qu'on a fait. Voyez, encore une fois, l'économie, c'est du bon sens. Sauf que nos dirigeants, ils ne font pas preuve de bon sens, mais je dirais d'opportunisme et surtout de fuite en avant. C'est ça qui est très dangereux. Et moi, oui, je suis inquiet également pour l'Union européenne, pour la zone euro au sens large, parce qu'on voit bien que à la base, ça aurait pu être une idée, je dirais, forte, et qui aurait pu concurrencer les États-Unis, puis on a complètement raté. D'ailleurs, regardez aujourd'hui, regardez ce que fait Trump. Le match maintenant, c'est pas États-Unis-Europe. Non, Trump, il a compris que l'Europe, malheureusement, à part l'Allemagne, qui résiste encore un petit peu grâce à son industrie, mais encore on voit bien qu'elle est en train de s'effondrer. L'Allemagne qui a fait l'erreur d'arrêter le nucléaire, que ça leur coûte très cher aujourd'hui, alors que la France a failli faire cette erreur. Hein, rappelez-vous, François Hollande, il voulait que ça s'arrête, même Macron au début, puis après, ils se sont rendus compte qu'il fallait arrêter les dégâts. Et oui, heureusement qu'ils ont arrêté. Mais ce qui permet pour l'instant à la France de nous sauver plus ou moins. Après, bon, on paye l'énergie très cher, malheureusement, mais bon, toujours dit que ça limitait les dégâts. Sauf que l'Allemagne, évidemment, elle s'effondre à cause de cela, notamment. Et donc, les Américains, aujourd'hui, ils ont compris que le danger, c'est pas l'Europe. Ça y est, c'est fini. Le match est gagné déjà. Donc, ils s'adressent à la Chine, à l'Inde. Et c'est ça la grande différence. Et donc, l'Europe, voilà, c'est laissé pour compte. La voix européenne, malheureusement, ne porte plus. Franchement, c'est presque la risée du monde. Quand on voit Mme von der Leyen, qui pour répondre à Trump dit « bon, on va réduire un petit peu la réglementation qui pèse sur les entreprises. » Mais bon, pas trop non plus. Hein. Ouais, c'est incroyable. On est très très loin du compte. Donc voilà, malheureusement, c'est pas tellement le match, c'est pas Europe-États-Unis où je dirais, c'est plus le match dogmatisme-pragmatisme. Idéologie. Et encore une fois, et bon sens. C'est-à-dire qu'on a, que ce soit les Américains, mais également les Chinois. Hein, ils sont très pragmatiques, nos amis chinois, ne l'oublions pas. Et finalement, ils font preuve de bon sens, là aussi. Puis, ce sont des vrais commerçants. Eux, c'est pareil, hein, c'est comme les Américains, business first. On se dit, oui, c'est une économie communiste, etc. Pas du tout. C'est business first, ne l'oublions jamais. On voit ce qui se passe, par exemple, en Afrique, on n'en a pas parlé, mais la France avait une chance énorme en Afrique et on a tout gâché. Maintenant, c'est la Chine qui est en train de dominer l'Afrique, hein, ne l'oublions pas. Et donc, voilà. Nous, c'est le dogmatisme, c'est effectivement l'idéologie. Voilà, sauf que malheureusement, c'est bien beau tout ça, mais ça ne fait pas de l'activité économique, ça ne fait pas de l'emploi, ça ne fait pas baisser le chômage. Et même pire que ça, parce qu'avant, on disait oui, mais on a un modèle social français. C'est vrai qu'il existe. Grâce à cela, on a une redistribution qui est énorme. D'ailleurs, quand on dit que la France est un pays ultralibéral, il faut arrêter de dire des bêtises. Hein. Les dépenses sociales, c'est 32% de notre PIB. Numéro 1 du monde. Hein, les pays de l'OCDE, c'est 21% en moyenne. Hein, vous voyez, les pays riches, 21%, nous 32%. Donc. Largement. Et grâce à cela, d'ailleurs, le taux de pauvreté qui devrait être de 22%, il est à 15%. Donc ça, il baisse quand même grâce à la redistribution. Sauf que
que voit-on depuis quelques années? Malheureusement, le taux de pauvreté est en train d'augmenter. Vous voyez, je fais référence j'ai un message tout à l'heure là, sur ma chaîne YouTube, quelqu'un m'a dit « Oui, alors vous avez promis le pire il y a déjà 2-3 ans, puis finalement, il ne s'est pas produit le pire. » Je ne comprends pas. Nous sommes en récession, le chômage augmente, la pauvreté augmente, on est la risée du monde. C'est pas ça le pire. Ah oui, il y a pire encore. Hein. C'est sûr qu'il y a encore pire. Mais je veux dire, tout ce que j'avais annoncé, c'est réalisé. Sauf que, comme on a cette BCE qui a mis de la liquidité, qui a mis cette planche à billets, ça ne se voit pas. Et comme, pareil, on a les politiques, certains médias qui veulent masquer la réalité, donc ça ne se voit pas. Mais par contre, si vous allez sur le terrain, voir les entreprises, voir les particuliers, ben là, je peux vous dire que le ras-le-bol, le pire, il est déjà là, malheureusement. Et donc voilà, moi je dis pas, je suis pas une Cassandre ou je suis pas un prophète du pire. Non, moi je veux sauver la France. Moi, mon but dans ma carrière, c'est toujours été de démocratiser l'économie. C'est vrai que j'étais l'un des premiers à parler, c'est pas pour lancer des fleurs, mais en 97, j'ai fait ma première télé. À l'époque, j'avais 27 ans. J'étais le plus jeune chef économiste de banque à l'époque. C'est vrai que je dépareillais complètement, parce que j'étais le premier à expliquer l'économie simplement. Et beaucoup des économistes de l'époque, qui maintenant sont très âgés, mais ils sont encore là, m'avaient dit non, Marc, non, il ne faut pas faire ça, parce que il ne faut pas simplifier l'économie. Nous, on est des experts, il faut mettre une distance avec les gens. Oui, il vaut mieux que ça reste brumeux pour éviter de rendre ça. Mais c'est eux qui ont fait beaucoup de mal, ces gens-là. Hein. Donc, j'estime qu'aujourd'hui, il y a d'autres économistes qui ont pris le relais. Et donc, globalement, on commence à démocratiser l'économie. Je vois ma chaîne YouTube qui a plus de 212 000 abonnés au moment où je parle. Donc, ça veut bien dire que les gens ont envie de savoir ce qui se passe. Donc, ça, c'est important. C'est passé. J'espère que j'aurai bientôt 1 million d'abonnés. Hein. Peut-être comme vous, d'ailleurs. On augmente aussi. C'est bien, doucement, mais sûrement, parce qu'on a des invités de qualité, qu'on produit aussi un travail de terrain essentiel. Ce qui compte, c'est d'être proche, effectivement, des gens. Donc, voilà. Moi, mon but, c'était de démocratiser l'économie. J'espère que je l'ai fait. Voilà. Et grâce à vous. Et parallèlement, maintenant, je pense que mon but, c'est de sauver l'économie française. Parce que j'ai beaucoup de peine quand je vois ce qui se passe en France. Parce que, comme beaucoup de Français, on aime notre pays. Il faut être honnête, la France, c'est un pays qui est formidable. Et on est en train de le gâcher. On est en train de le dépraver. C'est honteux. C'est honteux. Donc, ça me fait de la peine. Voilà, je le dis très honnêtement, j'ai de la peine, je suis triste. Et alors, encore plus quand on me dit, ah ben non, vous servez des intérêts, machin. Non, j'ai aucun intérêt. Moi. Voilà. C'est triste d'en arriver là. Et donc, c'est sûr qu'il faut aujourd'hui sauver l'économie française. C'est encore possible. Il reste peu beaucoup de temps. Mais il faut avoir encore le courage de le faire. Peut-être 2025, toucher le fond pour mieux remonter. Voilà, ça sera ça. Moi, de toute façon, maintenant, j'ai plus aucun espoir, malheureusement, dans nos dirigeants français. J'en ai plus aucun. Donc, je pense qu'il va falloir toucher le fond de la piscine. Alors après, il y a un risque qu'on creuse un petit peu quand même, parce qu'on va essayer. Et après, on pourra redémarrer. Mais tant que, effectivement, on n'aura pas des difficultés pour financer notre dette, pour payer justement les retraites des fonctionnaires, pour payer la fonction publique, alors là, on ne comprendra pas. Et voilà. Et les coupables, encore une fois, ce ne sont pas les entreprises qui, eux, créent des emplois. Les coupables, ce ne sont pas les Français. Moi, pour terminer, j'en ai assez qu'on dise qu'il faut que les Français se serrent la ceinture. Ça, c'est un scandale. Ça fait 40 ans, 50 ans que les Français se serrent la ceinture. Non, c'est à la fonction publique à se serrer la ceinture. C'est aux hauts fonctionnaires à se serrer la ceinture. Ce n'est pas possible de continuer d'augmenter ces dépenses de fonctionnement de façon éhontée, sans aucune, je dirais, conséquence pour eux. Donc, non, il faut réduire cette dépense publique pour le bien de l'ensemble des Français. Marc Touati, merci beaucoup pour ce nouvel entretien, en espérant courant 2025 suivre à la fois vos activités, mais vous retrouver pour un nouveau décryptage de l'économie. Et bravo à vous, continuez comme ça, on a besoin de dire la vérité, et je pense que c'est un travail, et moi je suis toujours... Je termine vraiment parce que je suis très bavard, mais c'est vrai que je remercie, j'en prie pour remercier tous les auditeurs, tous les internautes, etc., qui à chaque fois me lancent des messages de soutien, parce que ça fait chaud au cœur. Voilà, ça veut dire on n'est pas tout seul, parce que des fois on a l'impression de prêcher un peu dans le désert, on se rend compte que finalement, comme pour vous, j'imagine, on n'est pas tout seul. Donc continuez, ça fait du bien évidemment d'avoir ces messages, ça nous permet de tenir, de continuer, parce que sinon on pourrait, moi personnellement, des fois j'ai envie d'arrêter, très honnêtement. Je dis allez, on va continuer quand même pour essayer de sauver l'économie française. D'ailleurs, on l'a vu avec l'élection de Donald Trump, les médias alternatifs n'ont jamais eu une influence aussi importante. Et comme bien souvent, ce qui se passe aux États-Unis a toujours un petit temps avant d'arriver en France. Donc, allez-y. Si vous voulez, comme moi j'ai fait, comme je le disais, ma première télé en 1997. Vous voyez, ça fait presque 30 ans bientôt. Vous voyez, donc j'ai l'habitude des médias. Et j'ai vu leur évolution. Il faut être honnête. Je veux dire, aujourd'hui, il y a des médias où on ne peut plus dire les choses. Heureusement, il y en a encore beaucoup, on peut parler, même des grands médias. Mais il y a certaines chaînes où c'est fini. D'ailleurs, ils ne m'invitent plus.
Et moi, c'est vrai qu'il y a une émission que je faisais beaucoup à une époque, et après, je l'ai appris longtemps. Il y a eu il y avait une blacklist qui circulait de l'Élysée, c'était du temps de François Hollande, oui, je le dis aujourd'hui, et oui, pour dire que voilà, il fallait pas inviter certaines personnes, et j'en faisais partie. Bon, donc voilà, c'est très grave. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que ça, c'était François Hollande, donc c'est il y a longtemps, c'est en 2012. Là, on est en 2025. Donc je pense que c'est pire aujourd'hui. Donc c'est dommage. Parce que, bon, heureusement qu'on a l'Internet, qu'on a YouTube, etc. Mais ça veut dire qu'il faut aujourd'hui regarder des médias alternatifs, entre guillemets, pour avoir la réalité. Alors attention, parce que des fois aussi, il y a des médias alternatifs qui disent des bêtises aussi. Oui, qui disent des bêtises, qui font des contre-vérités, qui font du vrai complotisme, etc. Donc faut pas... Il y a à boire et à manger, comme on dit. Hein. Mais je trouve ça dommage qu'aujourd'hui, il faille justement passer sur des médias alternatifs pour avoir la vérité. Et donc, c'est dangereux. D'ailleurs, je fais aussi encore beaucoup de chaînes info, notamment, qui aiment bien m'inviter parce qu'ils savent que moi, je vais dire les choses. Vous voyez et je sais que des fois, on leur tape sur les doigts, mais ils continuent quand même de m'inviter. Et tant mieux, parce qu'ils savent que les Français, ils ne sont pas dupes. Donc, quand on leur dit la vérité, ça marche. Voilà. Et donc, message est passé, il faut arrêter d'infantiliser les Français, justement, et retrouver toutes les analyses de Marc Toiti et bien sûr le contenu d'Omerta en magazine et sur notre site internet. Marc Toiti, merci à nouveau. Avec plaisir. À très bientôt. Merci à vous. Chers abonnés Omerta, chers abonnés de la chaîne YouTube d'Omerta, je vous remercie de nous avoir suivis une nouvelle fois. N'oubliez pas de télécharger notre application pour avoir accès bien sûr à tous nos contenus. N'oubliez pas, le métier d'Omerta, c'est le documentaire, d'aller sur le terrain, de vous faire vivre la réalité de l'information. Donc rendez-vous sur notre application, notre site internet www.omertamedia.fr et je vous dis à très bientôt.